Bonjour, c'est votre veille hebdomadaire de pelvie-périnéologie du 22 mai 2026, proposée par Ervan Le Rumeur, kinésithérapeute à Paris. Émission d'information, pas de conseil médical individualisé. Cette semaine, notre veille a remonté 66 articles. La sélection est moins dense que certaines semaines précédentes, mais elle contient plusieurs papiers très utiles pour la pratique: douleurs pelviennes, endométriose, piège diagnostic, suite fonctionnelle de chirurgie et mesure des symptômes. Le fil rouge retenu aujourd'hui est douleurs pelviennes, endométriose et piège diagnostic. On va parler de ce que les symptômes permettent réellement de prédire, de ce que l'imagerie peut apporter et de ce qu'il ne faut pas rater quand une douleur ou un saignement anorectal ressemble à autre chose. Puis on terminera avec quelques papiers pratiques sur la rétention urinaire, la continence, l'incontinence anale et les outils rad mesure. La première rubrique, les must read, quand les symptômes ne suffisent pas. Le premier article à ne pas manquer est celui de Reiser et Hall, publié dans Fertility and Sterility sous le titre Predicting Superficial Peritoneal Endometriosis in Symptomatic Women with Negative Examination and Imaging. C'est probablement le papier le plus utile de la semaine pour le raisonnement clinique en douleur pelvienne. Les auteurs partent d'une situation très fréquente, des femmes symptomatiques, avec suspicion d'endométriose, mais un examen clinique et une imagerie négatifs. La question est délicate. Peut-on prédire, uniquement à partir des symptômes et des questionnaires de qualité de vie, quelles patientes auront finalement une endométriose péritonéale superficielle à la chirurgie? L'étude est multicentrique, menée dans 18 centres spécialisés en Autriche, en Allemagne et en Suisse. Sur 845 femmes opérées pour suspicion d'endométriose, les auteurs isolent 229 femmes avec soit une endométriose péritonéale superficielle isolée, soit aucune endométriose. Dans ce groupe, 121 avaient une endométriose péritonéale superficielle, soit 53%, et 108 n'en avaient pas. Une cohorte de validation indépendante de 268 patientes est ensuite utilisée. Deux éléments ressortent: la dysménorrhée sévère et une durée de symptômes supérieure à 3 ans sont associés à l'endométriose péritonéale superficielle. L'ODS ratio est de 2,01 pour la dysménorrhée sévère et de 2,40 pour les douleurs évoluant depuis plus de 3 ans. Mais le point essentiel est ailleurs. Le score prédictif construit à partir de 5 items reste médiocre. Il atteint une AUC de 0,64 dans la cohorte de développement, puis tombe à 0,49 en validation externe. Autrement dit, quand on sort du groupe ayant servi à fabriquer le score, il ne prédit quasiment plus. C'est un résultat inconfortable, mais très utile. Il rappelle qu'une symptomatologie évocatrice n'est pas équivalente à un diagnostic. Les douleurs de règles, la dyspareunie, la dyschésie, la fatigue et l'altération de la qualité de vie peuvent s'observer dans l'endométriose, mais aussi dans d'autres douleurs pelviennes chroniques, des troubles digestifs, des douleurs myofasciales, des syndromes vésico-douloureux ou des tableaux mixtes. Ce papier ne dit pas qu'il ne faut pas croire les patientes. Il dit que les symptômes, même bien collectés, ne suffisent pas à prédire de façon fiable une endométriose péritonéale superficielle lorsque l'examen et l'imagerie sont négatifs. Pour la pratique, cela pousse à être clair. La cohélioscopie peut trouver des lésions, mais elle peut aussi être négative. Et avant de réduire tout le tableau à une endométriose invisible, il faut garder ouvert le raisonnement différentiel: plancher pelvien, vessie, intestin, système nerveux, contexte musculo-squelettique, cicatrices et sensibilisation centrale. Le deuxième must-read est signé Wu et Al dans le Chinese Medical Journal avec un titre méthodologique mais très clinique: Estimating Minimal, Moderate and Marked Clinically Important Differences for Patient-Reported Outcome Measure in Randomized Controlled Trial. Les auteurs utilisent un essai randomisé multicentrique sur l'acupuncture dans la prostatite chronique et le syndrome douloureux pelvien chronique masculin, avec 440 hommes, pour proposer des seuils de différence cliniquement importantes sur le NIHCPSI. L'intérêt est de distinguer deux notions souvent mélangées. D'un côté, la différence ressentie à l'intérieur d'un groupe, ce qu'un patient peut percevoir comme amélioration minimale, modérée ou marquée. De l'autre, la différence entre deux groupes dans un essai clinique, ce qui sert à interpréter l'effet propre d'un traitement par rapport à un comparateur. Les chiffres sont utiles. Pour le score total NIHCPSI,
Les différences cliniquement importantes intragroupes sont estimées à 4,6 points pour une amélioration minimale, 6,0 points pour une amélioration modérée et 7,3 points pour une amélioration marquée. Pour la différence entre groupes, les seuils sont beaucoup plus bas, 1,4 points, 2,7 points et 4,1 points. En douleur pelvienne chronique, cette distinction évite deux erreurs. Attribuer tout progrès au traitement quand une partie peut venir de l'évolution naturelle, de la tension ou du contexte, mais aussi rejeter trop vite un traitement parce que l'effet moyen entre groupes paraît petit. Ce papier est technique, mais il renforce une idée simple. Il faut savoir ce que l'on mesure, à quelle échelle et pour quelle décision. Deuxième rubrique, dossier thématique, endométriose, douleur pelvienne et diagnostic à ne pas simplifier. Après Reiser et al., l'article de Yang et al., publié dans Archives of Gynecology and Obstetrics, apporte le contrepoint côté imagerie. Son titre, A Nomogram Integrating a Novel Uterine Isthmus Ratio, Sonographic Signs and Clinical Symptoms for Predicting Posterior Deep Endometriosis. Ici, on ne parle plus d'endométriose péritonéale superficielle difficile à prédire, mais d'endométriose profonde postérieure. L'étude est rétrospective avec 362 patientes opérées entre 2021 et 2024, 153 avec endométriose profonde postérieure et 209 sans. Les auteurs construisent un homogramme combinant des signes échographiques, un nouveau ratio d'épaisseur antéro-postérieure de l'isthme utérin et des symptômes cliniques. Quatre prédicteurs principaux sont retenus: le ratio A, PTUIR, l'aspect de sliding line de la paroi postérieure utérine, la présence de polypes endométriaux et les troubles intestinaux menstruels. Les performances annoncées sont fortes. À UC à 0,933, sensibilité de 85%, spécificité de 88% et précision globale de 86,7%. Il faut rester prudent car l'étude est rétrospective et la validation reste interne. Mais le contraste avec Reiser et al. Est intéressant. Pour l'endométriose superficielle avec imagerie négative, les symptômes prédisent mal. Pour l'endométriose profonde postérieure, une approche structurée combinant imagerie et clinique peut beaucoup mieux stratifier le risque. La question n'est donc pas seulement de croire ou ne pas croire les symptômes. La vraie question est: quel phénotype cherche-t-on, avec quels outils et dans quel contexte? On reste dans l'endométriose avec Raimondo et al. Dans Facts, Views and Vision in Obgyn sur robotique urétérale, Reimplantation for Endometriosis, The Lich-Grégoire Technique. C'est un article technique centré sur la réimplantation urétérale robot assistée dans l'endométriose urinaire. Le rappel est important. L'endométriose des voies urinaires touche moins de 6% des patientes avec endométriose et l'atteinte urétérale représente le deuxième site urinaire, environ 9 à 23% des atteintes urinaires selon les séries. Elle peut être silencieuse et exposée à une perte de fonction rénale. Le cas présenté concerne une femme de 47 ans avec dysurie, dyspareunie profonde et dyschésie. L'intervention décrite associe exérèse d'un nodule paramétrial et vaginal d'endométriose et réimplantation urétérale extravésicale selon la technique de Lich-Grégoire. Pour la clinique non chirurgicale, l'intérêt n'est pas d'apprendre la technique opératoire. L'intérêt est de garder en tête que certains tableaux d'endométriose profonde avec symptômes urinaires ou digestifs peuvent correspondre à des atteintes anatomiques lourdes: dysurie, douleur profonde, dyschésie, douleur latéralisée ou antécédent d'endométriose infiltrante ne doivent pas être rangés trop vite dans la case hypertonie périnéale. Le plancher pelvien peut participer au tableau, mais il n'explique pas tout. Autre angle très fréquent en consultation, la cicatrice de césarienne. Perini et al., dans Minerva Obstetrics and Gynecology, publient Symptom Relief through Hysteroscopic Treatment in Patients with Isthmocele et Retrospective Single Center Study. L'isthmocele est un défaut du myomètre au niveau de la cicatrice utérine. Il peut être associé à des saignements intermenstruels, une dysménorrhée, une douleur pelvienne chronique ou une infertilité secondaire. L'étude est petite, 32 patientes, âge moyen 44 ans, suivies avec une médiane de 54 mois, après isthmoplastie hystéroscopique réalisée en ambulatoire sans anesthésie. Mais les chiffres sont parlants. Après traitement, 56,3% des femmes ne rapportent plus de saignements intermenstruels. Les autres rapportent une diminution d'intensité avec un score qui passe de 7,14 à 4,07. La fréquence de la dysménorrhée diminue de 71,9% à 46,9%. Les pertes vaginales non hématiques dépassent de 53,1% à 18,7%. Aucun événement sévère n'est rapporté. Ce n'est pas une preuve définitive. Étude rétrospective, monocentrique, pas petit effectif. Mais la valeur clinique est claire.
Chez une femme avec antécédent de césarienne, douleur pelvienne, dysménorrhée, saignement intermenstruel ou infertilité secondaire, l'ismocèle doit faire partie du raisonnement. On peut travailler les douleurs, la cicatrice abdominale, la respiration et les tensions pelviennes, mais il faut aussi savoir demander un avis gynécologique ciblé si le tableau évoque une pathologie de niche. L'article de Harvey et Hall dans The Journal of Clinical Investigation apporte un éclairage mécanistique sur Repeatedly Occurring Retrograde Menstruation Intensify Central Sensitization Driven by Neuroinflammation in Endometriosis Model. C'est un travail préclinique avec modèles murins et données chez des macaques rhésus présentant une endométriose spontanée. Les auteurs montrent que la répétition des menstruations rétrogrades augmente les lésions, l'hypersensibilité, l'activation gliale dans le système nerveux central, l'expression de médiateurs comme TRPV1, substance P et CGRP dans les ganglions dorsaux, ainsi qu'un profil inflammatoire péritonéal persistant. Ce papier ne valide pas directement une intervention clinique, mais il donne une base biologique à quelque chose que l'on observe souvent. Dans l'endométriose, la douleur peut dépasser la lésion visible. Le modèle relie stimulus périphérique répété, inflammation, neuroinflammation et sensibilisation centrale. En pratique, cela justifie de ne pas opposer lésion et système nerveux. On peut avoir une maladie lésionnelle réelle et en même temps une douleur entretenue par des mécanismes de sensibilisation. Dernier papier du dossier douleur, volontairement en dehors de l'endométriose, Cadillac et Al, dans BMC Infectious Diseases, avec Diagnostic Delays and Persistent Symptoms in Lymphogranuloma Venereum Among Men Who Have Sex with Men in Poland, c'est une petite série de 7 hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes diagnostiqués avec une lymphogranulomatose vénérienne rectale. 5 vivent avec le VIH. Les symptômes sont très anorectaux. Saignement rectal, douleur rectale et écoulement mucopurulent dans 71% des cas. Le délai médian entre le début des symptômes et le diagnostic est de 6 mois, avec une médiane de 3 médecins consultés avant le diagnostic. 5 patients ont eu une coloscopie avec un tableau initial évoquant maladie inflammatoire chronique de l'intestin ou cancer. Après traitement par doxycycline, les patients avec les délais les plus longs gardent plus souvent des symptômes persistants. C'est un rappel de diagnostic différentiel très concret. Une douleur rectale avec saignement, mucus, faux besoins ou inflammation endoscopique n'est pas toujours une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, une fissure, une douleur fonctionnelle ou un cancer. Les infections sexuellement transmissibles rectales, dont la LGV, doivent être évoquées selon le contexte. Troisième rubrique, pour la pratique. Rétention, continence, mesure et informations utiles aux patients. Alvandipour et Hall, dans Scientific Reports, publient un essai randomisé en double aveugle contrôlé placebo, Effect of Intrasphincteric Botulinum Toxin on Post-Operative Urinary Retention Following Stapled Hémorroïdopexie. L'étude inclut 68 patients opérés d'une hémorroïdopexie agrafée pour hémorroïdes 22 grades 3 ou 4. Les patients reçoivent d'aide soit 50 unités de toxine botulinique A injectées dans le sphincter anal interne pendant l'intervention, soit un placebo. La rétention urinaire post-opératoire est définie de façon précise. Impossibilité d'uriner dans les 6 heures avec volume vésical supérieur à 400 millilitres à l'échographie nécessitant un sondage. Le résultat est net. La rétention survient chez 44,1% des patients au total, mais chez 20,6% dans le groupe toxine contre 67,6% dans le groupe placebo. Après ajustement sur l'âge et le sexe, le placebo est associé à une probabilité nettement plus élevée de rétention, avec un odds ratio ajusté de 8,87. Il n'y a pas de différence significative sur les saignements post-opératoires ou l'incontinence au gaz. La limite principale est que l'analyse porte sur un critère secondaire d'un essai initialement conçu pour la douleur post-opératoire. Mais le signal est fort. Il suggère que dans certaines chirurgies anorectales, le tonus sphinctérien anal et la douleur locale peuvent influencer la miction post-opératoire. C'est un exemple intéressant de continuité fonctionnelle entre anus, douleur, système autonome et vessie. Sur un sujet proche, Sarah Luck et Hall, dans International Urogynecology Journal, proposent un modèle de prédiction multimodale de la dysfonction mictionnelle après chirurgie de prolapsus. L'étude porte sur 283 femmes opérées d'un prolapsus avancé. À 6 mois, 56 sur 283, soit 19,8%, présentent une dysfonction mictionnelle post-opératoire. Les auteurs testent plusieurs modèles prédictifs. Le modèle clinique seul a une AUC de 0,68. En ajoutant l'uroflowmétrie, la UC monte à 0,72. Avec les paramètres urodynamiques, elle atteint 0,78. Le modèle combiné monte à 0,82.
avec une calibration stable après validation bootstrap. L'intérêt n'est pas de dire que toutes les patientes doivent avoir une urodynamique préopératoire. L'intérêt est de montrer que le risque de dysfonction mictionnelle post-opératoire peut être approché de manière plus structurée en combinant données cliniques, débitmétrie et physiologie. Cela peut améliorer l'information préopératoire, anticiper les besoins de sondage ou de surveillance et éviter que la rétention soit vécue comme un événement totalement imprévisible. Chez l'homme, Negrean et Hall s'intéressent à la continence après prostatectomie dans European Urology Oncology, avec un modèle utilisant la longueur urétrale membraneuse mesurée à l'IRM préopératoire. La cohorte externe inclut 500 patients. La continence à 1 an, définie comme zéro protection par 24 heures, concerne 312 patients, soit 62%. Avec une définition plus souple, 0 à une protection par 24 heures, 450 patients, soit 90%, atteignent ce seuil. Le modèle ne fonctionne pas bien pour prédire le zéro protection strict, c'est statistique 0,64, calibration médiocre, pas de bénéfice net à la décision. En revanche, pour prédire 0 à une protection par jour, la C statistique est de 0,69, avec calibration modérée et bénéfice net sur des seuils cliniquement pertinents. Le message est subtil mais important, les modèles prédictifs ne sont pas magiques. La longueur urétrale membraneuse est utile, mais son intérêt dépend de l'objectif retenu. Prédire zéro protection n'est pas la même chose que prédire une continence socialement acceptable avec zéro ou une protection. En consultation, cette nuance compte énormément. Toujours sur la mesure, Amorim et Hall, dans International Urogynecology Journal, publient une revue de portée. Instrument for the Assessment of Fecal and Anal Incontinence. 52 études sont incluses, décrivant 52 instruments. La majorité sont des questionnaires auto-administrés, 34 sur 52, soit 65,4%, et évaluent surtout la qualité de vie. Peu d'outils disposent d'une validation psychométrique complète, d'une adaptation transculturelle formelle ou d'une évaluation objective de la fonction motrice et sensitive anorectale. Ce papier est utile pour les équipes qui veulent structurer leur bilan. Certains outils mesurent la fréquence des accidents, d'autres la gêne, d'autres la qualité de vie, d'autres encore l'impact social. En recherche comme en pratique, choisir un outil par habitude peut rendre les résultats difficiles à comparer. Dans la continuité, Zhao et Hall, dans Journal of Patient Reported Outcomes, évaluent les instruments de qualité de vie dans les troubles pédiatriques de l'interaction intestin-cerveau. 14 études et 9 instruments sont analysés avec la méthodologie COSMIN. Les auteurs distinguent des outils génériques comme le PEDSQL 4.0, le Q5D et des outils plus spécifiques. Leur conclusion est pragmatique. Le PEDSQL 4.0 est le mieux soutenu pour une évaluation générale, mais les outils spécifiques collent mieux aux impacts digestifs. Les propriétés de mesure restent incomplètes, notamment pour la validité structurelle et la sensibilité au changement. Même si le papier est pédiatrique, il parle à toute la pelvipérinéologie. Si l'on veut suivre un symptôme fonctionnel, il faut un outil adapté au phénomène que l'on veut capter. Mesurer la qualité de vie générale ne suffit pas toujours à voir l'effet d'un traitement sur les troubles défécatoires, la douleur ou la participation sociale. Un dernier papier très pratique, Zorlou et Huslou dans Intensive and Critical Care Nursing, évaluent une bande de fixation de sondes urinaires chez des hommes en réanimation. Dans cet essai randomisé, 248 patients sont répartis entre bandes de fixation plus soins standards et soins standards seuls. Les lésions de pression du méa urinaire diminuent nettement, 6,5% dans le groupe intervention contre 16,1% dans le groupe contrôle. Les facteurs protecteurs incluent la fixation de sondes, l'utilisation de sondes en silicone, un meilleur score de Braden et un séjour plus court en réanimation. L'âge avancé augmente le risque. Ce n'est pas un papier glamour, mais c'est de la sécurité de base. Une sonde mal fixée chez un patient sédaté, œdémacié, fragile, peut créer une lésion évitable. Pour les équipes de réanimation, d'urologie, de chirurgie ou de soins, c'est une intervention simple et concrète. Dernière rubrique, les brèves. 3 signaux à garder en tête. Première brève, Nilsson et Hall, dans Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, analysent l'effet à long terme du mode d'accouchement et des lésions obstétricales du sphincter anal sur la continence anale. L'étude porte sur 13 480 femmes avec appariement par âge et IMC. 20 ans après le premier accouchement, la prévalence de l'incontinence fécale est plus élevée après 2 accouchements vaginaux, 14,2%, que chez les femmes ayant eu 2 césariennes, 10,2%.
Chez les femmes ayant accouché 2 fois par voie basse, l'antécédent de lésions sphinctériennes obstétricales double presque la prévalence d'incontinence fécale, 23,3% contre 13,7%. C'est un rappel net. Les lésions obstétricales du sphincter anal ne sont pas seulement un problème de suite de couche immédiate. Deuxième brève, Jerry Usden et al. Dans International Urogynecology Journal comparent entraînement respiratoire inspiré du yoga et du pilates chez 46 femmes avec incontinence urinaire d'effort ou mixte. Les deux groupes suivent 6 semaines d'exercice respiratoire à domicile, 5 jours par semaine, 2 fois par jour, 20 minutes par séance avec supervision kiné au départ, puis aux semaines taille 3 et 5. Les deux programmes améliorent l'ICIQSF, la qualité de vie et l'activité de contraction du plancher pelvien. Le groupe yoga améliore davantage la qualité de vie et réduit l'activité de repos en SEMG. Petit effectif, mais l'idée est intéressante. Certains programmes respiratoires bien cadrés peuvent être une porte d'entrée utile, surtout en autorééducation supervisée. Troisième brève, Vaguiri et al. Dans Technique in Coloproctology publient une méta-analyse sur la fermeture ou non du défect rectal après excision transanale pleine épaisseur. 6 études comparatives sont incluses. La fermeture du défect elle est associée à moins de saignements rectaux avec un odds ratio de 0,57 et moins de réadmission, odds ratio 0,34, au prix d'un temps opératoire un peu plus long. Pour les équipes qui suivent ces patients, cela rappelle que des choix techniques apparemment locaux peuvent modifier les suites fonctionnelles immédiates. Conclusion. Ouais. Cette semaine, le message principal est que la douleur pelvienne ne se laisse pas toujours réduire à une seule grille de lecture. Reiser et Hall montrent que, lorsque l'examen et l'imagerie sont négatifs, les symptômes seuls prédisent de mal l'endométriose péritonéale superficielle. A l'inverse, Yang et Hall suggèrent que, pour l'endométriose profonde postérieure, une approche structurée combinant échographie et symptômes peut fortement améliorer la stratification du risque. Entre les deux, il y a toute la complexité habituelle, lésions visibles, douleurs fonctionnelles, cicatrices, atteintes urinaires, atteintes digestives, infections et sensibilisation centrale. Les articles pratiques de la semaine ajoutent un deuxième message. Mesurer mieux aide à décider mieux. Que ce soit avec le NIHCPSI, les scores d'incontinence anale, les PROMS pédiatriques, l'IRM avant prostatectomie ou les modèles de dysfonction mictionnelle après chirurgie du prolapsus, la question n'est pas seulement quel score utiliser, mais quelle décision ce score permet d'éclairer. Merci d'avoir suivi cette veille. Vérifiez toujours les détails des études et les recommandations officielles avant de modifier vos pratiques. Retrouvez les références en description et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition.